Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après, ma foi, un bon moment d'absence, hein. Si je fais une petite rétrospective comme ça rapide, ça fait depuis septembre que je n'ai pas posté de vidéo. Donc écoutez, aujourd'hui, je remédie à ça en vous parlant de mes dernières lectures, histoire un petit peu de mettre les pendules à l'heure, si je puis dire. Je vais pas vous présenter dans cette vidéo tout ce que j'ai eu depuis ma dernière vidéo parce que sinon on en aurait pour trop longtemps. Mais j'ai fait ma petite sélection et je peux vous dire déjà il y en a pas mal. Des livres qui je trouve méritaient que j'en parle sur ma chaîne. Donc écoutez, on va commencer sans plus tarder pour pas perdre de temps. J'espère que ça vous plaira. Et c'est parti! Je vais commencer par le must, le top. Ça a été ma première lecture de 2023 et ma foi, comment aurais-je pu commencer mieux l'année en fait avec un gros coup de cœur. Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment de Louise Aubry. Déjà, on peut admirer s'il vous plaît le livre. Il est magnifique. En plus, c'est l'édition collector que j'avais demandé à Noël, donc je l'ai eu. Il est vraiment super beau, donc je ne cesserai de le répéter, mais quel plaisir d'avoir des beaux livres comme ça dans sa bibliothèque. Bref. Donc, de quoi parle ce livre? C'est surtout ça qui va nous intéresser. Donc déjà, juste petite aparté sur Louise Aubry, puisque c'est un peu la raison de pourquoi j'ai voulu lire ce livre. Donc Louise Aubry, on pourrait la catégoriser comme influenceuse, mais je mets des gros guillemets pour pas rebuter les personnes qui se méfient du terme influenceur. Mais voilà, c'est une jeune femme de 25 ans qui est très polyvalente, que moi j'ai découvert sur les réseaux sociaux à travers sa chaîne YouTube. Donc elle est connue sous le nom de My Better Self. Peut-être que vous connaissez, je ne sais pas. Moi en tout cas, j'aime beaucoup son contenu. C'est vraiment très, comme je l'ai dit, polyvalent. C'est divers et varié. Que ce soit entre autres dans ce roman du féminisme, de l'identité, de prendre le pouvoir de sa vie, ça c'est vraiment son mantra, des inégalités hommes-femmes, de la confiance en soi, se libérer en fait des dictats de la société. Récemment lancé sa marque de lingerie inclusive pour tout type de corps, donc ça c'est super. Et donc c'est une jeune entrepreneur, elle a son podcast, voilà, où en fait c'est un peu comme sur sa chaîne, elle invite une personnalité, donc ça peut très bien aller de... là ça m'a mis en tête, elle a interviewé Gad Elmaleh, comme ça peut aller à un tout autre parcours, enfin vous pourrez aller voir, je vous mettrai ses liens en barre d'infos si ça vous intéresse, mais vraiment moi j'adore son contenu, je la trouve hyper inspirante et donc c'est pour ça que ça m'a donné envie de lire son livre parce que je ne savais pas qu'elle avait écrit un livre. Et donc, comme j'aimais beaucoup le personnage, je me suis dit, ça va me plaire. Et je me suis pas trompée. Elle rend compte, en fait, surtout de ses observations par rapport à la société. Donc ici, les femmes sont mises en avant, hein, c'est pas de refus. Et donc, comme je l'ai dit, dans ce livre, pour vraiment généraliser, elle invite à prendre le pouvoir de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le pouvoir de sa vie? C'est tout simplement, selon elle, un processus de déconstruction qu'il faut qu'on effectue. Qu'est-ce que ça veut dire processus de déconstruction? C'est surtout, elle s'adresse surtout aux femmes, hein, mais les hommes aussi c'est valable, c'est-à-dire se libérer des stigmates de la société, des dictates qui nous enferment dans une certaine norme qui ne nous correspond pas forcément et qui en fait nous opprime en quelque sorte, qui est divisée en plusieurs chapitres, catégories. Donc la première partie qui s'intitule Déconstruire pour mieux construire. Là, elle va surtout dresser un petit peu un panel des raisons qui ont amené la société patriarcale d'aujourd'hui. Elle va surtout un peu dresser les origines du patriarcat, pourquoi ça a été en fait mis en place, surtout qu'elle se base par rapport à d'autres civilisations dans le passé, etc., que
paradoxalement, c'était plutôt les femmes qui avaient tendance à mener la barque, si je puis dire. Donc voilà, c'est un peu un fond historique, mais en même temps très moderne et très accessible, hein. C'est très léger. Tout le monde peut être en capacité de comprendre ce qui est dit, et je pense que surtout, les origines du patriarcat, les inégalités hommes-femmes, tout ça, on est un peu tous à l'air de ce que c'est, et que c'est toujours omniprésent dans notre société. Oui, il y a eu des avancées au niveau législation, tout ça pour les femmes par rapport au passé. Mais en attendant, ce qu'elle veut surtout montrer, c'est qu'aujourd'hui, le patriarcat, en fait, il est beaucoup plus insidieux, et donc les inégalités, parce que ça tend à se normaliser, à se banaliser, à la limite devenir institutionnalisé en fait, et que du coup les femmes, ce poids qu'elles ont sur les épaules, elles insistent bien sur cette charge mentale, que ce soit au niveau du travail, des enfants, de leur apparence, enfin vraiment elle balaye plein de thèmes. C'est d'ailleurs dans la seconde partie où là, qui est intitulée Déconstruire pour s'épanouir, où en fait elle aborde des thématiques, donc il y en a plusieurs, ça peut aller du couple, la maternité, le mariage, le corps, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le travail, la vieillesse aussi, et ça tourne autour de la place de la femme par rapport à ces sujets-là. Et on voit bien en fait que il y a vraiment un fossé entre d'un côté ce que la société veut des femmes et de l'autre ce que certaines femmes veulent vraiment pour leur émancipation. On voit bien qu'il y a un clivage complet et que surtout la société en fait elle nous en fait baver à nous les femmes. En même temps, on va demander aux femmes d'être coquettes parce que c'est l'image de la femme, faut qu'elle suscite un certain désir, qu'elle soit pas trop masculine, sinon ça va faire peur aux hommes. C'est très généralisé, hein, bien évidemment, c'est discutable dans certaines situations. Mais de l'autre, en même temps, la société, si la femme, elle est trop autoritaire, elle est trop... Vous avez compris quoi, le type de la femme un petit peu qui sait ce qu'il veut, qui est ambitieuse, etc. Ça va pas non plus trop plaire. Donc en fait, il faut pas qu'elle soit trop comme ça, mais il faut pas non plus qu'elle soit trop comme ça, sinon... faut qu'elle soit comment en fait la femme, dites-nous, dites-nous. Prenez le pouvoir de votre vie, libérez-vous de toutes ces préjugés qu'on a intériorisés et qui limitent. C'est pour ça en fait qu'ils sont aussi aujourd'hui banalisés, c'est parce que les femmes elles-mêmes, ces dictates, elles les ont intériorisés, elles les remettent plus forcément en cause. Donc, girls, you know what to do. Donc pourquoi j'ai aimé ce livre? Déjà parce que j'apprécie son autrice. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup ses combats, ce qu'elle dit, qui moi je trouve est très vrai et résonne avec notre société actuelle, hein. C'est un point de vue, aussi je tiens à le souligner, c'est que selon les générations, forcément il n'y aura peut-être pas la même prise de position sur le sujet. Donc pareil, sujet à débat. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que ça a beaucoup résonné avec moi, ma vie personnelle. Certains sujets m'ont plus touchée que d'autres. Et j'ai vraiment trouvé un élan de motivation en fait et une forme d'élan de courage, ça m'a donné. Ensuite, je passe au second livre qui m'a beaucoup plu. Bon, vous m'excuserez de la transition pourrie. L'attentat de Yasmina Khadra, donc je tiens à préciser... La luminosité, là, elle a quitté les lieux. Bon, vous m'excuserez si la lumière, ça fait jour-nuit, hein. Donc je tiens à préciser que Yasmina Khadra, c'est un homme et non une femme, parce que moi aussi, j'ai été un petit peu déroutée. Je pensais que c'était une femme, mais en fait non, c'est juste un nom de plume. Enfin, il a emprunté le nom de son épouse pour éviter la censure militaire. Donc voilà, petit point culture à savoir. On suit ici, donc ça se passe sur fond de conflit israélo-palestinien. Donc ce dialogue qui est complètement rompu, d'un côté les Israéliens, de l'autre les Palestiniens, où deux nationalismes très poussés à l'extrême se font face. Ça permet justement de mieux comprendre l'intrigue principale qui est donc, on suit le personnage d'Amin qui, on va dire, a une vie un petit peu, pas de rêve mais presque, il a tout pour lui, il a l'argent, il a une belle carrière, donc il est médecin chirurgien, il a bien réussi dans la vie, alors qu'il partait de pas grand chose.
Il a la femme de sa vie où ils sont très heureux, etc. Une belle maison. Il a la reconnaissance des gens dans sa vie. Enfin, tout semble tout rouler pour lui jusqu'à ce fameux attentat où en fait une femme se fait exploser dans un attentat kamikaze dans un restaurant. Ça se passe à Tel Aviv, à Jérusalem. Et donc lui, donc médecin chirurgien du coup, qui travaille dans l'hôpital pas très loin de ce restaurant, du lieu de l'attentat. Et donc bah, forcément, les pompiers arrivent avec les blessés, les morts, les semi-conscients, on sait pas trop. Enfin, c'est le début de l'histoire commence comme ça, voilà, ils accueillent tant bien que mal les rescapés, essayer de soigner, de sauver certaines personnes tant bien que mal de leurs blessures qui sont, ma foi, décrites comme vraiment horribles. D'ailleurs, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il arrive de manière très poétique à rendre compte de l'horreur. C'est comme s'il y avait une sublimation en fait de l'horreur et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est sa plume est très légère, il traite d'un sujet très lourd, très poignant, que aujourd'hui dans nos sociétés on est un petit peu tous concernés. Et pourtant il arrive à s'en détacher. C'est comme si en fait en tant que lecteur, voilà, il décrivait la scène mais comme c'était sa plume arrivait à rendre la chose très légère, on était un peu comme spectateur au ralenti de la situation, c'est assez déconcertant. Il rentre chez lui, etc. Il est super fatigué, enfin voilà, il essaye tant bien que mal un petit peu de relâcher la pression après cet attentat. Et en fait, en plein milieu de la nuit, on le rappelle pour lui dire faut que tu reviennes à l'hôpital, il y a une urgence. Et on lui dit pas quoi, donc il comprend pas trop. Grosse douche froide parce que il voit que on lui informe que sa femme a été victime de l'attentat. Donc elle était présente et on va lui demander en fait de confirmer le corps de sa femme, etc. à la morgue. Donc là, bah, première descente aux enfers, j'ai envie de dire pour lui. Mais c'est pas tout. Parce que il y a surenchère. Après quelques jours, on va lui apprendre que c'était sa femme qui en fait était la kamikaze dans cet attentat. C'est sa femme qui l'a orchestré. Et donc là, seconde douche froide, son monde s'écroule, totale désillusion, limite totale incompréhension en fait. Il est dans le déni, il dit mais non, c'est pas possible, je connais ma femme, c'est une femme saine d'esprit, elle est pas du tout comme ça. Enfin, en plus, elle est pas censée être à Jérusalem, elle était censée aller voir sa mère ou je ne sais plus quoi, sa grand-mère. Euh, dans une autre ville. Mais en fait, il va se rendre compte que si, c'est bel et bien sa femme qui a commis cet attentat. Et donc, lui, il va vouloir essayer de comprendre où est-ce que moi j'ai loupé les signaux qui me montraient que ma femme, en fait, dérivait complet. Et donc, il va justement faire le chemin, essayer de trouver la faille. Et je vous avoue que sur ce point-là, il y a quelque chose aussi qu'il a très bien, enfin je trouve, très bien réussi à faire. C'est que justement quand Amine va retrouver certains extrémistes, etc., qui ont aidé sa femme dans son cheminement, on va dire, vers la radicalité, et bah, c'est qu'il arrive à rendre une part d'humanité à ces personnes-là. C'est que à travers les discours qui sont prononcés, eux, comment ils justifient leurs actions, etc., à travers le monde, moyen en faisant ça après d'accéder à la liberté en mourant comme des martyrs. Comme c'était le mal était fait, mais le mal était le résultat en fait de l'action, c'était pas l'essence. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais c'est vraiment super bien fait. J'ai beaucoup aimé, c'était très poignant, très addictif aussi, parce que déjà je trouve le sujet hyper intéressant, hyper original, et surtout bah, je me dis mais enfin c'est de la fiction, mais ça doit arriver des personnes comme ça qui en fait se détrompaient totalement sur leur partenaire ou sur quelqu'un de leur famille, etc., qui s'est radicalisé comme ça et du jour au lendemain, hop, t'apprends ça, enfin c'est incroyable. Donc, enfin incroyable dans le mauvais sens du terme, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Lecture un petit peu plus ancienne que j'ai dû lire, peut-être vers le mois de novembre, je sais plus exactement, mais c'est pas récent. Le tome 3 de la saga des 7 sœurs, voilà, je vous en ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2. Et donc voilà, j'avais continué avec le tome 3, La sœur de l'ombre, donc qui s'intéresse plus particulièrement à la sœur Star, donc qui est justement la sœur de l'ombre, à savoir un petit peu
la sœur mystérieuse qui reste en retrait, dont on ne sait pas grand-chose. Ce que j'ai bien aimé dans ce tome-là, c'est que donc à la fois, encore une fois, deux temporalités. Dans le présent, on suit Star qui va donc suivre l'indice que son père lui a donné, qui l'amène dans une librairie, une vieille librairie à Londres, où elle va faire la rencontre d'un libraire très atypique, très spécial. Donc au début, le contact passe pas trop, ils sont un peu méfiants vis-à-vis de l'un de l'autre. Et puis petit à petit, en fait, ils vont bien s'entendre et cet homme-là, je sais même plus le nom, va devenir un petit peu son compagnon, pour justement retracer la ligne de ses ancêtres en quelque sorte, pour comprendre d'où elle vient, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette ambiance un petit peu cottage anglais, ambiance très familiale, très chaleureuse, beaucoup de descriptions de cuisine. Enfin, c'est une écriture, j'ai trouvé très synesthésique finalement. Les sens, le goût, l'odorat. Enfin, c'était très développé dans ce tome-là, donc j'ai beaucoup aimé. Dans le passé, donc, sur la trace justement de ses ancêtres, on va suivre Flora McNichol, qui est une jeune femme. Enfin, on l'a su au début jeune adolescente, et puis petit à petit, on la voit grandir. Très indépendante, qui a un fort lien avec tout ce qui est la nature, les animaux. C'est un petit peu sa raison de vivre. Et donc elle diffère complètement de sa sœur qui elle est plus coquette, voilà, dans la logique de l'époque en Angleterre, à savoir il faut se marier jeune, trouver un homme, etc. Et donc elle s'éloigne un peu de tout ça, c'est pas trop son délire. Un jour, il y a un homme pour qui elle va éprouver des sentiments, sauf qu'il s'avère que c'est sa sœur qui va se marier avec lui. Mais ils vont quand même avoir une histoire, donc il y a toute cette ambiguïté-là. Et un jour, les événements font que elle est envoyée à Londres, où elle va loger chez son hôtesse, donc, qui s'appelle Alice Keppel, qui va un petit peu la faire devenir comme une vraie femme, entre guillemets, c'est-à-dire la vie mondaine en société, en Angleterre, au 19e siècle. Elle sort un petit peu de son monde des bisounours. Et elle voit un petit peu ce que c'est la vie en société, puisque faut savoir que à l'origine, Flora, elle habite vraiment en Écosse, dans le trop paumé du monde. Et justement, on la voit en fait grandir à travers ce nouveau mode de vie. Elle devient une autre femme, et puis évidemment, comme je l'ai dit auparavant, il y a des intrigues amoureuses qui viennent se mêler, etc. et qui vont un petit peu bouleverser sa vie. J'ai beaucoup aimé cette ambiance, même si, comme je vous l'ai dit, le tome 1 pour le moment reste mon préféré, avec justement l'excitation de découvrir tout cet univers des 7 sœurs. Mais j'ai beaucoup aimé, donc évidemment, je compte bien continuer la saga, ça, il n'y a pas de souci à se faire. On va passer aux livres qui m'ont un petit peu moins plu. Alors ça n'a pas été des flops complets, hein, loin de là. C'est juste que j'ai moins accroché, ça l'a moins fait pour moi. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, qui d'ailleurs est un livre qui m'a été offert par ma tante. Si tu passes par là, malheureusement, ça n'a pas été un gros coup de cœur. On suit le personnage de Kaya, qui en fait est connue pour être la fille des marais, puisqu'elle habite dans les marais de sa ville, donc à Barclay Cove en Caroline du Nord. Et en fait, on va la suivre en fait au fur et à mesure que l'histoire avance. On suit deux temporalités. D'un côté, on va suivre un petit peu la vie de Kaya, de quand elle est toute jeune à quand elle va devenir une jeune femme, à de l'autre, dans le présent, l'enquête qui est menée pour résoudre la mort du fameux garçon Chase. On veut savoir qui l'a tué parce que on suspecte que ce soit un assassinat. On suit donc la vie de cette jeune petite fille sauvage, si on peut dire ça comme ça, puisque elle vit recluse en fait de la société. Et d'ailleurs ça c'est aussi pointé du doigt par l'autrice, quelque sorte cette discrimination qu'elle va subir tout au long de sa vie, parce que elle est catégorisée comme la fille des marais, elle est vue comme sale, pas élevée, vit comme une animale en fait. Elle va être livrée à elle-même presque toute sa vie, puisque sa mère, puis ses frères, ses sœurs vont tous se barrer en fait, parce que son père est extrêmement violent, extrêmement abusif, et donc pour leur survie en fait ils vont quitter le nid, très clairement.
mais sans amener la petite Kaya avec eux. Voilà, donc elle se retrouve toute seule avec son père, et puis petit à petit son père il va qu'à ses occupations, vraiment livrée complètement à elle-même à même pas, euh, même pas 12 piges. Donc on suit un petit peu en fait sa vie dans ce marais. Donc pour elle c'est simple, la nature, les animaux, la mer, etc. C'est sa raison de vivre. C'est pour ça que je pense, moi, ça l'a pas trop fait parce qu'il y a beaucoup trop de descriptions à mon goût sur justement cet environnement, la nature, etc. Ça m'a saoulée un moment, clairement. Limite, en fait, ça en devenait barbant parce que t'avais l'impression, l'autrice, elle voulait absolument décrire pour décrire et c'était pas forcément des fois utile. Surtout qu'en plus, l'autrice est spécialiste justement sur la question. Elle est diplômée de zoologie et de biologie. Elle a vécu plus de 20 ans en Afrique. Donc, bon, même si là, ça se passe en Amérique, mais elle connaît bien le sujet. Et des fois, on sentait que c'était des descriptions vraiment très précises de certaines espèces, de certains coquillages, etc. Moi, j'y connaissais absolument rien. Ça m'intéressait pas. Donc, je me suis un peu ennuyée à certains moments. Et elle va faire la rencontre de deux garçons au fil de sa vie, enfin de son adolescence. D'un côté, le premier Tate, qui va être très sympa avec elle, voilà. C'est grâce à lui qu'elle va apprendre à lire, etc. Ils vont tomber amoureux, évidemment. Sauf qu'un jour, lui, il va avoir l'opportunité de faire des études assez prestigieuses dans, je sais plus exactement, mais pareil, c'est un lien avec la nature, encore une fois. Et donc, il va partir du jour au lendemain sans dire au revoir à Kaya. Et donc, elle va voir ça vraiment comme une trahison. Et elle va se dire, les hommes, c'est fini. Je peux faire confiance à personne, etc. Un jour, elle va rencontrer Chase. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien entre, d'un côté, l'enquête sur sa mort à lui et leur rencontre. C'est que c'est pas sans hasard, puisque Chase, c'est un peu le gars populaire de la ville, qui a toutes les filles à ses pieds, etc. Le grand sportif. Et donc, elle est méfiante parce que de sa première relation qu'elle a eue avec Tate, elle n'a pas envie de retomber amoureuse. Pour elle, ça signifie danger pour elle, sa sécurité. Mais les sentiments font que bah ils vont quand même tomber amoureux, enfin, en tout cas elle. Sauf que lui, on peut le dire, c'est un con. Clairement, c'est un con parce que un jour, il va tenter d'abuser d'elle. Je ne sais plus s'il a réussi ou pas, il me semble que non. Il va être accusé de son meurtre parce que bah, c'est la fille des marais, c'est elle qui habite là, et puis on va découvrir qu'ils avaient une relation et des rumeurs vont être propagées sur elle en disant qu'elle l'a tué parce qu'il avait refusé ses avances, etc. Alors que la réalité, c'était pas du tout ça. Mais en fait, la fin m'a absolument pas surprise sur deux aspects, parce qu'en fait, à la fin, on a deux grandes révélations. Ça m'a pas surprise, enfin, je m'y attendais pas forcément, mais ça m'a pas surprise non plus. En fait, ça m'a rien fait. J'ai fini le livre et j'étais en mode bon, bah ok, voilà. C'est pour vous dire que ça m'a pas trop marqué ma lecture. Et enfin, pour terminer cette vidéo, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois mes vidéos durent 3 plombes, enfin c'est un peu le cas, à chaque fois je me dis ouais, je vais essayer de faire plus vite, de moins rentrer dans les détails, mais écoutez, c'est plus fort que moi, j'aime bien parler de livres. Donc je vais d'abord vous parler de L'énigme des Foster, parce que je l'ai lu avant, et ensuite je vous parlerai de L'inconnu de Vienne, qui est son dernier roman là, qui est une de mes toutes dernières lectures. Donc dans L'énigme des Foster, déjà, pourquoi j'ai voulu le lire? Bon, forcément parce que le résumé m'avait donné envie, mais aussi parce que la couverture, euh, je trouvais que ça ressemblait, enfin que le couple là sur l'image ressemblait au couple des Kennedy. Ça m'a fait tilt dans la tête alors qu'aucun rapport, mais bref. Donc pourquoi j'ai eu du mal avec ce roman? Alors en soi, l'histoire de base, un petit peu enquête, thriller, roman policier, tout ça, mystère, moi j'adore. Parce que ça te tient en haleine, etc. T'as envie de savoir, t'as plein de retournements de situation et tout, j'aime beaucoup. Mais là, ce qui m'a fait défaut dans les deux livres d'ailleurs, c'est la même raison. C'est trop de personnages, trop de personnages qui tournent leur veste, donc on sait plus trop finalement qui fait quoi, qui est vraiment qui, ou plutôt qui est dans quel camp, qui a fait le bien, qui a fait le mal.
mélangé, en plus de ça, à ce qui se passe dans le présent et ce qui se passe dans le passé. Parce que Robert Goddard, j'ai l'impression qu'il aime bien jouer sur les temporalités. Donc je vous incite à les lire parce qu'en soi, il y a un bon potentiel d'intrigue. Mais accrochez-vous, soyez concentrés pour pas louper les détails, quoi. On suit en fait une enquête, donc dans le présent, Jonathan Kellaway, qui est chargé par son ancien responsable, parce qu'il travaillait dans l'entreprise, d'élucider un mystère. C'est que des documents, des archives de la société Wren & Co. Ont disparu. Il va être chargé de justement retrouver la trace de ces documents qui ont mystérieusement disparu. Et donc en fait dans le présent on va tout simplement suivre son enquête, enfin en tout cas essayer de retisser les liens, etc. Parce qu'il est, en fait, il est impliqué dans cette histoire. Et c'est là qu'on vient dans le passé. Donc là accrochez-vous, je vais essayer d'être concise mais j'espère ne pas vous perdre. D'ailleurs c'est pour vous dire au début, pour pas qu'on se perde, il y a un arbre généalogique de la famille, des Foster, etc. Donc c'est pour vous dire que c'est compliqué à suivre. Quand il est jeune, Jonathan, il va travailler en fait dans cette entreprise pour faire un peu d'argent après pour financer ses études. Et pendant son été où il va travailler dans cette entreprise, il va faire la connaissance des petits-enfants donc du fondateur qui sont Vivienne et Oliver Foster. Donc entre-temps, leurs parents, Muriel et Kenneth Foster, après c'est eux qui vont prendre la suite de l'entreprise familiale quand forcément les fondateurs vont décéder. Sauf que il y a beaucoup de morts très mystérieuses que lui va tenter d'élucider aussi, de faire le lien. En fait, il y a plein de choses qui sont mêlées qui vont influencer sur son enquête à lui, sur ses documents disparus. Tout est lié en fait. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile à suivre. Puisque d'une part, Kenneth Foster, donc le père de Oliver et Vivienne Foster, décède mystérieusement. Donc il y a déjà ça. Ensuite, Oliver, donc son fils à Kenneth, lui aussi va mourir. Et en fait, Jonathan, lui, il l'a connu quand il était jeune. Et il va un petit peu essayer de comprendre pourquoi Oliver est mort comme ça mystérieusement, qu'est-ce qui s'est passé. Il va surtout voir qu'Oliver, en fait, c'était un petit chenapan qui savait déjà qu'il y a quelque chose qui se passait de bizarre dans l'entreprise, il y avait des secrets, etc. Et lui, à 13 ans, je ne sais plus exactement son âge, mais il devait être très jeune, il a commencé à fouiner un peu, et donc forcément, c'est pas bon pour le business, et il a été un petit peu évincé, puisque sa mort n'est pas accidentelle, vous vous doutez bien. Kenneth Foster est mort, donc Muriel, sa femme, après, des années plus tard, a refait sa vie avec Greville Lashley. C'est d'ailleurs cet homme-là qui, dans le présent, demande à Jonathan de faire l'enquête. Et cet homme-là, Greville Lashley, en fait, il va du coup, comme il va se marier avec Muriel, il va devenir le patron après de l'entreprise. Et donc c'est là que les choses un petit peu vont se compliquer, puisque l'histoire en fait c'est que des intérêts. Voilà, c'est juste ça, des intérêts pour qui va être à la tête de l'entreprise. Et donc justement Jonathan, lui, dans le présent, il va devoir un petit peu faire le lien entre tous ces événements qui se sont produits. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé le roman aussi un peu longuet. Vous voyez, il est pas très court. Il fait presque 600 pages, ouais. Et j'ai trouvé qu'en fait, il y avait un bon potentiel d'intrigue, mais qu'à côté, il y avait d'autres petites intrigues qui du coup étaient nécessaires à être élucidées pour comprendre la clé justement de cette enquête. Mais qu'en fait, l'auteur a trop voulu toucher à tout, a trop voulu mettre justement d'événements qui se passent dans le roman, pour peut-être un petit peu le rythmer, etc. Mais justement, j'ai trouvé que à vouloir rythmer, en fait, ça ralentissait le livre. Parce que c'était long à savoir finalement le dénouement de cette histoire. Mais c'est vrai que voilà, c'est longueur, et puis la difficulté des fois à suivre avec les temporalités qui s'enchaînent, et puis la multitude de personnages qui se croisent, etc., qui ont des liens ensemble, font que limite à un moment ça en devient du trop, et limite du improbable. Genre il peut pas se passer autant de choses en si peu de temps.
et que toi tu t'en sortes aussi facilement à chaque fois. Enfin voilà. Je vais enchaîner avec l'autre du coup roman que j'ai lu de cet auteur. C'est les mêmes choses qui ont fait défaut. C'est les temporalités qui s'entremêlent, que tout est censé avoir un lien à voir avec tout pour comprendre le mystère principal. Donc il y a trop de choses en fait. Quand on lit l'histoire, on a trop de choses en tête, on ne sait plus où donner de la tête entre les différents personnages qui ont chacun leur part de responsabilité. Et en même temps, c'est des personnages en fait grosse désillusion parce qu'ils ne sont pas qui ils prétendent être, encore une fois. Enfin, il aime bien, en fait, il aime bien jouer avec notre cerveau, Robert Godard, j'ai l'impression. On suit Yann Jarret, qui est un photographe qui se rend à Vienne pour faire des clichés pour un projet de livre un petit peu touristique sur différents lieux. Et de base, il devait juste se contenter, lui, de sa ville à Londres. Mais il a été appelé pour remplacer un photographe autrichien qui ne pouvait pas suivre le projet. Donc, il se rend à Vienne, hop, 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 pour faire ses petites photos. Donc, jusque-là, tout va bien. En prenant une photo, voilà, il me semble que c'est d'une cathédrale, je ne sais plus. Il y a une femme qui va passer sur son cliché en fait et qui va se retrouver sur la photo donc et elle elle va voir qu'elle a été prise en photo donc elle va voir elle va le voir et elle lui dit mais je vous ai pas autorisé, qu'est-ce que vous faites, etc., montrez-moi cette photo. Donc petit à petit en fait il y a un gros quiproquo qui se crée où les deux s'entendent pas forcément et puis là on sait pas pourquoi ils décident quand même de poursuivre la conversation en allant discuter dans un café. Donc ils vont discuter voilà, de leur vie personnelle, mais ça reste quand même assez... Ils se méfient quand même, ça reste très mystérieux parce que tu racontes pas ta vie comme ça à un inconnu que tu as rencontré il y a 2 secondes. Mais en fait, ils vont bien s'entendre et va naître une passion fulgurante entre les deux. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre et ils décident en fait de se donner rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines pour se retrouver et faire leur bout de chemin ensemble. Donc ils décident en fait de quitter en fait leur vie actuelle qui ne leur plaise plus. Sa passion pour cette nouvelle femme qui se prénomme Marianne Esgard semble tellement plus importante à ses yeux, lui fait tellement ressentir des émotions, des sensations, des sentiments qu'il n'a jamais senti avant, qu'il se dit je peux pas louper ça quoi. Le temps passe et puis il va au rendez-vous que du coup Marianne Esgard lui avait donné pour se retrouver, sauf que problème, elle ne va jamais se rendre au rendez-vous. Donc lui, il comprend pas trop, il essaye de la joindre, etc. Elle ne répond pas. Et en fait, petit à petit, il va se rendre compte, et il commence même à s'inquiéter parce qu'il a l'impression qu'elle a disparu mystérieusement. Et donc c'est là que va naître toute l'intrigue du roman, lui tentant, tant bien que mal, de la retrouver. Des personnages vont s'ajouter à cette histoire. D'une part, Daphné, qui en fait est la psychologue de cette femme et elle va en fait prendre contact avec lui. Enfin, il me semble que c'est plutôt l'inverse, c'est lui qui va la contacter parce qu'il va faire des recherches, il va faire énormément de recherches et il va parvenir à son contact. Je sais même plus exactement comment, pour vous dire. Tellement il y a des choses qui sont passées, c'est que même le début du roman, certains trucs, je m'en rappelle même pas. Sa psychologue va lui dire, mais en fait, cette femme n'est pas celle que vous croyez. C'est-à-dire que moi, elle m'a donné le nom de Eris Moberly. Vous, Marianne Esgard, mais qui est-elle vraiment? Et surtout, elle dit, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que moi, je sais une partie de son histoire qui, je vais vous la raconter, va vous faire encore plus flipper et rien comprendre. Parce qu'en fait, cette femme prétend, donc c'est pour ça qu'elle lui a donné le nom de Marianne Esgard, c'est que cette femme qu'il a rencontrée à Vienne prétend en fait avoir un lien avec une célèbre photographe, enfin pas un photographe, en tout cas celle qui a inventé la photographie, mais qui est restée méconnue, donc qui se prénomme Marianne Esgard. Est-ce que cette rencontre n'était pas si accidentelle que ça? Et en fait, je vais pas en dire trop non plus, mais il s'avère que cette rencontre était en fait orchestrée depuis le début pour nuire à Yann Jarrett. Donc c'était un petit peu un complot qui a été organisé autour de lui pour se venger de quelque chose, mais je ne vous dis pas quoi.
C'est difficile à suivre comme je dis parce que d'un côté on a le présent où lui il essaye tant bien que mal de recoller les morceaux pour retrouver cette femme. Mais ça veut dire que déjà il faut savoir qui elle est vraiment. Donc essayer de discerner le faux du vrai, etc. Mais aussi de faire le lien avec la vie de cette photographe qui est une autre personne à part entière et dont cette fameuse femme dont finalement on ne sait pas vraiment l'identité, est-ce que c'est Marianne Esgard, est-ce que c'est Iris, on ne sait plus, prétend avoir eu des visions comme des moments de réincarnation qu'elle a livré à sa psy, hein, c'est ce qu'elle lui a dit, où des fois elle a l'impression de vivre la vie de cette femme, qu'elle avait comme ça des visions, où il y a des moments elle était totalement absente de la réalité et elle revenait en 1830 dans la vie de cette femme, etc., de cette femme qui, Marianne Esgard, donc, la vraie en quelque sorte, qui en fait a découvert, bien avant tous les autres hommes par la suite, les principes de la photographie, mais qui est resté totalement méconnu et on a étouffé ses découvertes par justement sa vie à elle, son mari, etc., où la place de la femme justement était plutôt soumise à l'homme et ne devait pas faire d'ombre à son mari qui lui réussissait, etc. Sinon c'était vu comme une menace. Donc en fait tout au long du livre, c'est vraiment l'obsession. C'est le sujet principal, c'est l'obsession de cet homme, Yann, qui veut retrouver les traces de cette femme qui lui a laissé quelque chose euh, qu'il n'a jamais vécu avant. Et pour lui, c'est sa raison de vivre, en fait. C'est retrouver cette femme. Il ne peut pas faire autrement. Il est complètement, sa vie, en fait, est complètement paralysée par cette quête. Sauf qu'en fait, c'est une quête qui va un peu, finalement, le mener à sa perte au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, puisqu'il va se rendre compte de pas mal de choses. Beaucoup de ses certitudes vont voler en éclats, il va être complètement déboussolé, être perdu, il va faire face à plusieurs dangers, puisqu'il y a des personnes malveillantes, etc., qui vont se mêler dans son chemin. Mais je vous recommande quand même, comme ça vous pourrez faire votre propre avis, et puis vous pourrez potentiellement m'en dire des nouvelles si vous avez eu le même avis que moi ou non. Donc voilà, c'est enfin terminé. J'ai l'impression que je n'allais jamais arriver au bout de cette vidéo. En même temps, c'est ma faute, hein. J'ai accumulé trop de bouquins depuis la dernière vidéo, donc il fallait bien rattraper le retard que j'avais pris. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. À nouveau, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Si vous aimez bien entendre parler de bouquins, que vous appréciez mon contenu, etc., vous serez servi sur ma chaîne. N'hésitez aussi surtout pas à me laisser un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!